La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Dans Tronche de Tech, on va leur tirer les vers du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes. Les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Marie, comment ça va ? Très bien, et toi ? Eh ben écoute, très bien aussi. Il commence à faire un peu chaud là. C'est les vagues de chaleur de juin, tu vois. Donc c'est nouveau. Enfin, je sais pas, c'est nouveau, mais avant c'était plus juillet, août, mais ça change. Voilà. Écoute, déjà bienvenue sur Tronche de Tech. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui. On va parler ensemble d'IA et plus précisément de tous les enjeux éthiques liés à l'IA. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup. Donc je suis très content de t'avoir pour ça. Pour commencer, je te propose un petit exercice que je fais toujours sur Tronche de Tech, c'est d'essayer de te présenter en 3 phrases maximum. Ok, déjà merci pour l'invitation. Alors c'est de faire 3 phrases. Donc moi je m'appelle Marie Couvet, je suis data scientist de formation et en ce moment du coup je suis formatrice IA et je travaille sur tout ce qui est les sujets, les impacts sociaux et environnementaux de l'IA de façon très générale. Et donc j'accompagne les entreprises, les associations et les étudiants à intégrer l'IA de façon responsable dans leur process. Ok, tu fais ça à ton compte aujourd'hui ? Ouais, c'est ça. Ok, très cool. Écoute, je te propose de commencer avec les questions que je t'ai préparées. La première question, avant de faire de l'IA, ou peut-être tu as commencé par ça, je sais pas, tu vas me dire, mais comment est-ce que tu es tombé dans la tech ? Ouais, alors on peut remonter un petit peu dans le temps jusque peut-être au lycée. Moi au lycée j'adorais les maths, c'était un peu mon truc. Du coup tous mes professeurs m'ont dit mais va en prépa, c'est ce qu'il te faut par rapport à ton niveau en maths, etc. Moi on m'a dit en prépa tu vas pas avoir de vie, tu vas travailler pendant 2 ans, ça va être horrible. Donc je voulais absolument pas y aller. Le Parcoursup a fait que j'ai fini par y aller quand même, un peu à reculons. Donc j'ai fait mes 2 ans de prépa. C'était horrible, mais pas tant que ça finalement. Je m'en suis sortie et je suis arrivée en école d'ingénieur plutôt généraliste. Et donc du coup j'ai fait mon cursus d'ingénieur et j'ai découvert l'IA dans mon premier stage. Alors c'était en 2016, donc ChatGPT tout ça n'existait pas encore. C'était le début de la data science. J'ai fait de la data science pour les industriels. Donc voilà, c'était hyper intéressant, mais c'est comme ça que je suis tombée dedans. Et après j'ai continué dans l'IA de façon un peu plus générale. J'ai essayé de faire différents types de données, différents cas d'usage aussi. Pareil dans mes différents stages. Et j'ai fini en sortant de l'école d'ingénieur. Alors moi je voulais partir à l'étranger, le Covid en a décidé autrement, donc je suis restée gentiment en France comme tout le monde. Du coup j'ai fait 3 ans dans un cabinet de conseil en data science justement, et donc du coup j'ai pu approfondir toutes mes connaissances en IA, en intelligence artificielle, en analyse de données, etc. Ok. Mais alors quand tu sors de tes études en 2016, c'est un peu le début de la vague réseau de neurones, non ? C'est ça ? Ouais, c'est les tout débuts. Alors moi je suis sortie des études en 2020, donc mon école d'ingé c'était 2017-2020, un truc comme ça. Et donc on était un peu au début des IA, de l'IA, et au début du moment où on essayait de l'utiliser d'un point de vue industriel. C'était pas du tout encore grand public. Le grand public en avait absolument aucune idée. Et moi non plus vraiment, puisque je m'étais pas posé la question plus loin que ça avant d'aller en stage et de découvrir le truc réellement. C'était pas non plus un des sujets qu'on travaillait à l'école. Donc voilà. Ouais, donc c'est là un peu le moment où il y a cette révolution des métiers de data scientist. Je sais plus, il y a plein de métiers, data scientist, il y a data ops, je sais plus combien il y en a, mais effectivement, t'es arrivé en plein dans ce bain-là. Okay. Ouais, c'est ça. Ok, on va embrayer une question directe dans le dur. C'est quoi le pire souvenir de ta carrière ?
Et ben, en tant que data scientist, on pourrait dire que finalement on fait du code toute la journée et on fait de l'intelligence artificielle, c'est trop stylé, c'est de la magie. En fait non, 80% du temps, c'est de l'analyse de données, voire même plus. Et donc en fait, 80% du temps, on met les mains dans les données, on va voir ce qu'il y a dans ces tableaux Excel gigantesques avec que des chiffres dans tous les sens. Et donc du coup, le pire souvenir que j'ai peut-être, c'est un projet où on avait vendu un peu du rêve, c'était avant ChatGPT. L'objectif, c'était d'analyser du texte. Et donc, pour analyser du texte, il faut avoir des données, ce qu'on appelle labellisées. Dans tous les projets data science, globalement, on va avoir des données qui sont labellisées. Un label, c'est quoi? C'est si j'ai une image de chat, je vais avoir l'étiquette à côté qui me dit que c'est un chat dessus, globalement. Donc, ça s'applique à beaucoup, beaucoup de données et toutes les données qu'on utilise globalement en intelligence artificielle sont labellisées, la grande majorité. Et donc, en fait, il y a un travail de labellisation qui est fait en amont, soit par les data scientists, si ça n'a pas été fait par d'autres personnes. Si on a de la chance, elles sont déjà labellisées, mais c'est pas souvent. Et donc, en fait, je me suis retrouvée à labelliser des données absolument horribles pendant 4 mois, un truc comme ça, pour un projet qui finalement n'a jamais vu le jour, puisque techniquement, en fait, c'était pas possible. On n'a pas réussi à faire un truc qui fonctionnait. Voilà. On aurait eu ChatGPT, ça aurait très, très bien marché et ça serait fait en peut-être un mois, ça aurait été bouclé. Mais là, ça n'existait pas encore. Parce que ChatGPT aujourd'hui LLM te permet de labelliser automatiquement des données, c'est ça? Aujourd'hui, c'est utilisé pour ça? Alors même pas, on n'aurait même pas eu besoin de labelliser les données, on aurait extrait. En fait, l'objectif de ce projet-là, c'était d'extraire des informations de rapports RSE d'entreprise. Donc, en fait, on aurait balancé les PDF des rapports dans ChatGPT, on lui aurait posé des questions en mode, je sais pas, quel est le pourcentage de femmes dans cette entreprise, quel est le chiffre d'affaires de l'année dernière, etc., etc. Et il aurait extrait les informations sans qu'on ait besoin de le faire nous manuellement. Ok, compris. Parce que c'était de la labellisation d'un texte. En fait, tu étais obligé de lire tous les rapports RSE. Peut-être tu peux expliquer ce que c'est un rapport RSE, parce que ça sera intéressant pour la suite, je pense. Bon, alors les rapports RSE, en gros, c'est un rapport que toutes les entreprises doivent publier automatiquement et c'est légal en fait, c'est une obligation légale. Et à l'intérieur, vous allez retrouver plein d'informations sur qu'est-ce qu'ils font, quel est leur impact environnemental, qu'est-ce qu'ils font d'un point de vue environnemental, social, etc. Et donc il y a plein d'indicateurs qui sont calculés de façon plus ou moins différente en fonction des entreprises, parce que c'est pas normalisé évidemment. Et donc sinon ce serait trop facile si on avait juste un tableau, ça serait voilà. Ah oui, forcément. Mais donc du coup, en fait, il y a un travail de aller chercher cette information dans ce rapport qui fait en général une centaine de pages, un truc comme ça. Et chaque entreprise a sa façon de formater le rapport. Et donc, oui, il fallait aller chercher où est-ce qu'elle est l'information, dans quelle phrase, est-ce qu'elle est dans une phrase ou dans un tableau, où est-ce qu'est le chiffre réellement qu'on cherche dans cette phrase-là. Et donc, ouais, c'était un travail titanesque. J'imagine. Mais c'est vrai que c'est un truc c'est exactement ce que tu as dit au début, hein, c'est qu'on pense que le data scientist, il passe son temps à faire des maths, à faire du code, etc. Sauf qu'en fait, la partie de l'analyse de données qui est très, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, mais qui est très fastidieuse en fait, où tu regardes vraiment. Après, c'est intéressant, hein, c'est ça qui te permet de créer une intuition sur ce qui va bien marcher sur ta data, j'imagine, les bons modèles à appliquer, etc. Mais tu passes énormément de temps à comprendre ta donnée, et je pense ce qui est un peu plus relou encore, c'est à la nettoyer aussi, un peu comme la labelliser, c'est ça. C'est ça. En fait, tu as une énorme partie du travail où c'est travailler les données, que ce soit l'analyser, la nettoyer, vérifier ce qu'il y a dedans. Et en général, ce qu'on nous donne, c'est pas très propre, c'est pas documenté, c'est pas joliment formaté. Donc, il y a aussi tout un travail d'échange avec les personnes qui sont responsables de ces données-là et d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont mis dans le tableau, qu'est-ce qu'elle veut dire, le nom de la colonne, ça des trucs un peu bizarres des fois. Voilà, donc c'est quand même... c'est intéressant. Ouais. C'est un peu le travail, parce que du coup, par rapport à, tu vois, une organisation tech où tu as une équipe product et une équipe tech un peu qui code, en fait, même si c'est bien que les techs ils comprennent le business, c'est hyper important, je trouve, mais c'est quand même le métier du produit d'aller bien comprendre ce qui correspond à quoi, etc. En fait, le data scientist, il a un peu aussi cette casquette de, je sais pas expert métier, mais en tout cas, bien comprendre le métier pour pouvoir créer un modèle adéquat. Ah oui, bien sûr, il faut comprendre le besoin du métier, c'est hyper important parce qu'en plus, ça va déterminer non seulement la compréhension de tes données, mais aussi le type de modèle que tu vas créer et qu'est-ce que tu vas prédire. Parce que souvent, les métiers ils sont là, ah, on aimerait bien faire ce truc-là qui a l'air trop magique parce que l'IA, on nous a dit que ça faisait tout et n'importe quoi.
Et bon, il y a un peu une question de rationaliser, de dire ok, vous avez ces données-là, on est capable de faire ça avec. C'est pas exactement ce que vous voulez, mais est-ce que ça peut être utile quand même? Et je voulais revenir vite fait sur ton problème, parce que tu me dis, OK, on a labellisé des données, à la fin, on s'est aperçu que ça marchait pas. Est-ce que tu aurais pu avoir une approche un peu différente, ou tu aurais pu t'apercevoir avant que ça marchait pas? C'est-à-dire, tu aurais pu, je sais pas, tu vois, je dis n'importe quoi, mais est-ce que si tu avais mis de la data random, tu vois, donc tu avais dit, OK, bah, en fait, je m'en fiche, je mets n'importe quoi juste pour tester un modèle. Est-ce que c'était ça, ou est-ce que c'était, tu avais quand même besoin de la vraie data pour comprendre que ça allait pas marcher? Alors, on avait plus ou moins l'intuition que ça allait pas marcher parce que on savait que le volume de données était pas le bon, en fait. Il aurait fallu énormément de données et on n'avait juste pas les capacités de les avoir humainement, parce qu'on n'avait pas assez de gens pour le faire, quoi. Donc intuitivement, on avait bien senti le truc que ça allait pas marcher. Et après, mais de toute façon, on avait besoin de tester et de vérifier que ça marchait pas avec des vraies données, parce que si on mettait des données random, ça aurait juste rien donné. Ouais, oui, c'est ça. Enfin, oui, tu peux pas savoir tant que t'as pas justement, s'il y a pas d'intelligence, tu peux pas sortir cette intelligence et pas montrer que. Ok. Ok, intéressant. Maintenant, je voulais passer à une autre question, qui est aussi une question dans le dur. C'est quoi la chose qui t'énerve le plus, Marie? Bon, voilà, il y en a pas mal, mais moi, on va rester dans le sujet de l'intelligence artificielle, mais moi, aujourd'hui, c'est le truc à la mode, c'est l'outil qui est soi-disant magique, que tout le monde utilise dans tous les sens. Et bah, il y a beaucoup d'entreprises qui sentent le truc venir, qui se disent, OK, on va former tout le monde à l'IA, on va mettre de l'IA partout, sans se poser la question de à quoi ça va servir, pourquoi on l'utilise, quels sont les impacts derrière, que ce soit sociaux ou environnementaux. Et donc moi, c'est un peu le truc qui m'énerve de dire oui, on met de l'IA partout parce que c'est à la mode, c'est stylé, on nous a dit que c'était cool et qu'on pouvait potentiellement et gagner du temps et gagner de l'argent et gagner on sait pas trop quoi d'ailleurs. Et donc du coup, on met de l'IA partout, mais on n'a pas réfléchi à la question plus loin que ça, de à quoi ça pouvait servir, finalement comment on va l'utiliser, je sais pas. Juste c'est là, c'est cool. Voilà. Et on est à la mode, on a mis IA sur notre site internet. Voilà. Et puis des fois, tu as une chaîne hiérarchique aussi qui te dit, ah, l'IA, tout le monde veut l'utiliser, on va se faire dépasser si on l'utilise pas. Alors on l'utilise, alors tous les managers, ils disent qu'il faut l'utiliser, puis à la fin, il y a des gens qui veulent l'utiliser, qui savent pas trop pourquoi. Je te rejoins pas mal sur cette analyse. Mais est-ce que, du coup, tu peux m'expliquer, toi, concrètement, ce que tu fais là? Du coup, tu m'as parlé un petit peu de formation, mais ça se décline comment, en fait? Alors moi, je propose plusieurs formats, mais dans l'idée, ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, c'est comment ça fonctionne l'IA concrètement. Alors en particulier l'IA générative, parce que c'est ça que tout le monde utilise, et c'est ce qui est le plus accessible au grand public. Donc comment ça fonctionne concrètement un LLM, qu'est-ce qu'il y a derrière la machine, et donc du coup ça permet de comprendre, une fois que tu as compris ce qui se passait derrière la machine, tu comprends toutes les limites de pourquoi ça fonctionne pas en fonction des questions que tu lui poses. Et donc moi je trouve que c'est hyper important de me dire OK, bah j'ai une machine, tout le monde me dit que c'est une boîte noire, qu'on sait pas comment ça fonctionne. C'est pas exactement, mais on a quand même une grosse idée de ce qui se passe dedans. Et donc du coup derrière tu comprends les limites. Et après, tu peux décliner sur tous les impacts finalement qui sont sociaux, environnementaux, parce que tu comprends plein de choses derrière tout ça. Et donc après, je fais plein de formats, que ce soit des formations techniques sur comment on utilise ChatGPT, Copilot ou ce que tu veux, quels sont les impacts sociaux, environnementaux sur, je sais pas, la démocratie, le monde du travail, la planète, qu'est-ce qu'ils consomment, pourquoi ça consomme, comment ça consomme, etc. Ouais, ok. Voilà. Bon, bah, vu qu'on va venir un petit peu dans tous ces sujets-là, je veux bien que tu me fasses un peu l'explication de comment ça marche en LLM. Je sais pas à quel niveau tu l'expliques, mais du coup, ça m'intéresse que, bah, on ait ton explication, comme ça, après, on pourra se raccrocher à toutes ces questions-là. Ouais, alors un LLM, c'est très simple. Non, pas vraiment. Mais la façon la plus simple de l'expliquer, c'est que ça fait de l'autocomplétion de texte. Donc, faut imaginer que nous, on écrit quelque chose, on lui envoie, et lui, ce qu'il va essayer de faire, c'est de compléter la phrase. Et donc, il va prédire mot par mot quel est le prochain mot dans cette phrase. Ouais. Et donc, en fait, c'est un ensemble de statistiques de probabilité, et il va prédire le prochain mot. Je sais pas, si tu dis le lion mais c'est, tu vas essayer de proposer le prochain mot. Tu peux dire je sais pas, petit à l'abri, ou ses griffes dans le tronc d'arbre, ou je sais pas quoi. Normalement, il met pas ses chaussettes, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a peu de chance. Et donc, il va faire un ensemble de probabilités et dire OK, on essaye de prédire le mot le plus probable. Et il travaille uniquement à la notion, alors c'est un token, mais bon, tu peux le simplifier en disant que c'est un mot. Et donc, tu comprends derrière que si tu lui demandes, par exemple, combien il y a de E dans bouteille, bah, il va pas savoir répondre parce que pour lui, bouteille, c'est un mot et il connaît pas la notion de lettre.
Donc, tu vois? Pareil, si tu lui demandes de faire un anagramme, il sait pas faire puisque pour lui, c'est un mot et c'est pas la lettre, il connaît pas. Donc, il y a plein de questions comme ça où on arrive à comprendre finalement les limites de cet outil-là en comprenant comment ça fonctionne derrière. Ok. Et tu parles un peu de... Donc ça, c'est le LLM, une fois qu'il est entraîné, c'est quand tu fais ce qu'on appelle une inférence, si je dis pas de bêtises. Mais tu parles aussi un peu de comment il est créé, ce LLM, en fait, comment il est entraîné de ces sujets-là? Ouais, alors il est entraîné sur la totalité d'internet. Donc comment on a fait? On a pris tout internet globalement, donc ça comprend tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, Wikipédia qui est une grosse source de savoir, et de bien formaté et tout ça, donc qui est très apprécié. Je sais pas, les livres qui sont à disposition sur internet, etc. Bon, il y a plein de ressources. Et d'ailleurs, ceux qui sont aussi à dispo sur internet, mais pas de manière légale. Ouais. Voilà, aussi. Il y a aussi des questions de droit d'auteur et on le voit directement, en fait. Finalement, tout ce qui est publié sur internet est utilisé par les LLM sans qu'on demande l'avis de la personne qui l'a écrit. Donc, c'est valable pour les livres, mais c'est aussi valable pour quand ils entraînent leur modèle d'image. C'est pareil, les artistes qui ont mis leurs œuvres sur internet, du coup, ils ont été utilisés pour entraîner les modèles de génération d'images. Ok. Donc, j'ai oublié la question. Mais... Non, je te demandais un petit peu de m'expliquer comment ça marchait, etc. Mais je voulais maintenant enchaîner sur un petit peu... donc, tu as expliqué un peu comment ça marchait, sur quoi on entraînait. Quelles sont les grandes problématiques, je sais pas si on peut dire morales ou éthiques ou responsables. En fait, c'est quoi les gros points sensibles aujourd'hui avec ce qu'on fait des IA? Il y en a plusieurs. Tu as la question de la sécurité des données, puisque aujourd'hui, alors que ce soit du côté sécurité des données d'entraînement ou des données que nous, on va fournir à l'IA en l'utilisant. Donc, tu as le respect du RGPD notamment et de la législation. Tu as toute la partie impact environnemental, que ce soit carbone, eau, métaux rares, etc. Il y a tout l'impact sur la société. Alors, j'ai parlé des démocraties tout à l'heure, où il y a toutes les questions de manipulation d'opinion, de deepfake, de fake news, etc., etc. Les questions de biais aussi. Alors, nous, on est biaisés, les IA aussi, puisqu'elles reflètent uniquement nos décisions. Donc, du coup, ça a aussi une question de véhiculer une certaine vision de la société. Est-ce que c'est celle qu'on veut promouvoir ou pas? Est-ce qu'on veut l'orienter dans un sens ou dans l'autre? Voilà. Et après, toutes les questions de droit d'auteur, on en a parlé. Ouais. Il y a aussi la question peut-être de la fiabilité de l'information qui est reliée à la question de la démocratie et des fake news, mais tout ce qui est... en tout cas, moi, j'ai tendance à entendre que tout le monde croit la machine, croit l'IA, l'IA, elle a tout le temps raison. Oui. En fait, non. Quasiment jamais. Donc, il y a aussi cette question-là de dire oui, c'est une machine, elle a tout le temps raison, blablabla, blablabla. En fait, non. Oui, tu veux dire qu'on est très habitué à ce que la machine soit fiable. Oui, d'ailleurs, comme on est aussi habitué à croire à peu près n'importe quoi qu'un site raconte sous prétexte qu'il est sur Internet, c'est un petit peu le même combat. Mais ça, c'est des problématiques de... Ouais, en fait, je comprends. Avec l'IA, c'est encore pire, je pense. Avec l'IA, c'est encore pire parce que tu as l'impression que c'est un ordinateur et qu'il est omniscient et que, effectivement... En fait, tu as plusieurs sujets. Tu as l'impression que déjà, c'est une machine et en tant qu'humain, on a tendance à croire la machine plus que nous-mêmes. Si tu prends l'exemple des correcteurs orthographiques, quand tu écris quelque chose et qu'il te le corrige, tu as tendance à plus le croire lui que toi, même si tu es fort en orthographe. Mais tu as aussi la question que ChatGPT, il écrit très très bien, ou tous les LLM, ils écrivent très très bien. Et donc, en fait, ils peuvent te faire gober absolument n'importe quoi, sous prétexte qu'ils écrivent correctement et que tu as l'impression que c'est vraisemblable, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est très marrant ce que tu dis, ça rejoint... Tu connais ce qu'on appelle l'effet de halo? C'est un truc qui en fait, c'est un effet qui fait que quand tu es un expert de quelque chose, tu es très crédible dans ce domaine, tu es un expert reconnu du domaine. Et en fait, à partir de là, au bout d'un moment, tu vas avoir une certaine notoriété et les gens vont t'attribuer du crédit sur quoi que tu parles. Tu vas parler sur n'importe quel sujet où tu n'es pas du tout expert, il y a cet effet de halo qui fait que c'est un peu pareil avec ce que tu décris de ChatGPT. Et comme il parle bien, on se dit, waouh, il parle bien, il est sûrement très intelligent, donc il doit pas trop se tromper, quoi. Ouais. J'avais pas réfléchi à ça, c'est intéressant. Ok. Et donc maintenant, donc tu as parlé des différents problèmes, mais ça serait quoi une IA responsable, en fait?
Une grande question, Ouais. auquel personne n'a la réponse, je pense. Parce que tu peux prendre les sujets, individuellement et en fait, en fonction de la société dans laquelle tu vis, de la culture dans laquelle tu as été élevé, du pays et des normes, sociétales dans lesquelles tu vis, bah, en fait, presque chaque personne aurait sa notion d'IA responsable et son éthique derrière tout ça. Si tu prends les Américains versus les Chinois versus les Européens, on n'a pas du tout la même notion, que ce soit de vie privée, de liberté, et cetera, et cetera. Et donc en fait, presque chaque personne aurait son IA responsable personnel avec ses notions d'éthique à lui, quoi. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que d'ailleurs c'est pour ça aussi que tout le monde se casse les dents sur des sujets de modération, je crois, et j'imagine que pour les IA c'est pareil, c'est encore pire. C'est que ce qui est acceptable pour quelqu'un ne l'est pas pour quelqu'un d'autre, et plus tu t'éloignes en termes de culture, plus c'est pire. Mais du coup, l'enjeu pour l'IA, c'est quoi finalement? C'est d'avoir des IA par culture, tu vois? C'est d'avoir, est-ce que chacun doit développer son IA enfin, tu vois, je sais pas comment on va utiliser ces outils pour, je sais pas si satisfaire tout le monde, mais en tout cas que ça soit acceptable pour la plupart des gens. Ouais, moi, alors mon avis, mon opinion, après, chacun fait comme il a envie, mais pour moi, le truc le plus important, ce serait d'avoir de la transparence de la part des personnes qui créent ces IA. En fait, à partir du moment où on est complètement transparent sur quelles sont les règles de modération qu'on a implémentées, quelles sont les données sur lesquelles ça a été entraîné, comment ça fonctionne très concrètement dans la machine, bah, du coup, chaque personne, chaque utilisateur, utilisatrice va pouvoir prendre sa décision sur: «Est-ce que j'utilise cet outil versus cet outil?» parce qu'il a été modéré différemment et que ça correspond plus à ce que mes valeurs personnelles. Est-ce que je préfère qu'un outil qui est totalement non modéré, style Grok et qui raconte n'importe quoi, ou est-ce que je préfère un truc qui est un peu plus modéré, mais dans la bonne direction par rapport à ce que j'ai envie par rapport à mes valeurs. Moi, je pense que c'est en fait à partir du moment où on aura de la transparence sur comment ça fonctionne, tout le monde pourra prendre sa décision et utiliser l'outil qu'il préfère en fonction de tout ça. OK. Ouais, c'est intéressant. Donc le point principal qui est problématique, c'est comme tout, c'est comme les réseaux sociaux, hein, c'est le problème de l'opacité. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas pourquoi les décisions sont prises, et donc effectivement, on peut pas faire des choix en âme et conscience. OK. Et donc ça peut-être nous amène à quoi? À de l'open source en fait, c'est ça ou Bah, c'est une des solutions en tout cas l'open source, alors après, il y a open source et open source en IA. on peut Il en y a parler, open ouais, c'est source, intéressant, ouais. on met le modèle à disposition. Il y en a plein qui le font aujourd'hui. DeepSeek l'a fait, Mistral l'a fait, enfin il y en a plusieurs. Ouais. Donc mais là on a le modèle, on sait pas vraiment ce qui s'est passé derrière, on sait pas comment il a été entraîné, ni sur quelles données. Mais c'est un bon début, on va dire, parce que derrière, on peut l'utiliser nous-mêmes et essayer de le modérer un peu comme on a envie. On peut toujours le réentraîner avec des nouvelles données si on a envie de faire un truc un peu plus personnalisé, un peu plus spécifique. Ça devient un peu technique, donc la majorité des gens pourront pas le faire. Mais en théorie, on pourrait, si une entreprise, par exemple, voulait avoir son propre LLM entraîné sur ses données hébergées dans ses data centers, c'est possible grâce au modèle open source. Mais c'est pas encore full transparent. Ouais, et c'est quoi du coup l'étape d'après un modèle plus transparent? Bah, pour moi, il faudrait alors au moins divulguer, peut-être pas la totalité des datasets parce qu'il y a quelque chose qui est propriétaire, mais au moins ce qui est à l'intérieur. De dire, ça a été entraîné, je sais pas, sur la totalité de tel et tel réseau social, plus Wikipédia, plus tel et tel truc. Bon, au moins on sait ce qu'il y a dans les données, on sait que potentiellement c'est biaisé dans un sens ou dans l'autre parce que internet est biaisé dans un sens ou dans l'autre. Enfin voilà. Et donc du coup, pour moi, un maximum de transparence, c'est OK, quelles données on a choisies, quel est le processus qui nous a permis aussi de les trier ces données puisqu'elles sont forcément modérées à un moment donné. On va enlever tout ce qui est vulgaire par exemple ou tout ce qui est je sais pas sexuel, etc. Ça va être enlevé des données pour qu'on évite d'avoir des modèles qui sont complètement vulgaire derrière, quoi. Et ce qui est intéressant, parce que tu vois, j'étais en train de me dire, le truc, c'est que faut faire confiance aux gens. C'est-à-dire, s'ils te disent ce qu'ils ont fait, il faut aussi que tu les crois. Mais en fait, je crois qu'on a les moyens. J'avais fait un épisode avec Marie Pindavoine qui travaille chez Skill, je crois, et on a moyen quand même de vérifier ces trucs. On peut, je crois, vérifier aujourd'hui qu'un LLM a été entraîné ou non sur un texte. Je crois qu'il y a des techniques qui existent pour ça, tu vois. Donc on peut, voilà, je sais pas à quel point c'est fiable ou c'est. Voilà.
Ouais, je sais pas. J'ai pas étudié la question en profondeur, mais à voir. Parce que la question se posait aussi avec toutes les œuvres d'art de la partie du côté image. Il y a plein d'artistes qui se demandaient est-ce que mon œuvre, mon tableau a été utilisé pour entraîner les IA. Ils ont essayé de faire un truc pour essayer de montrer que ça a été entraîné, ça a été utilisé, mais bon. Je sais pas trop à quel point c'est fiable. Ouais, oui. Bon, en tout cas, intéressant ce point que tu disais sur l'open source. C'est vrai que je trouve ça un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, côté IA, ils communiquent pas mal sur l'open source, mais on est assez loin de l'open source tel qu'on le connaît pour les autres logiciels. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu disais, on peut comprendre un peu ce que ça veut. Effectivement, on comprend quand même pas. Il y a des poids, il y a des paramètres, mais tu comprends pas trop comment ils se calculer exactement ce qu'ils font, etc. Donc, c'est un peu comme, si je fais une analogie avec le code aujourd'hui, c'est comme si on te donnait le code binaire, en fait, voilà, toi, t'as le code que t'as écrit, il est transformé en code pour la machine, bah, le LLM, c'est un peu le code pour la machine, en fait. C'est pas tellement le code pour les humains. Et donc, en vrai, c'est pas ce qu'on appelle de l'open source au sens classique du terme, en tout cas. Ouais. Et je voulais te poser une question. Qu'est-ce que tu penses aussi tu m'as parlé des data, des modèles, mais est-ce que le code d'entraînement, il est important à open sourcer ou pas du tout? En vrai, oui aussi, mais pour une question de pouvoir le reproduire. C'est ça en fait qui est un avantage d'avoir le code. Après, sinon, en soi, le code il sert pas. Enfin, si t'as pas besoin, si tu veux pas reproduire le modèle exactement, moi je vois pas trop l'intérêt d'avoir le code. Après, peut-être que ça a d'autres avantages que moi je vois pas pour l'instant, mais non, mais c'est pour moi c'est pas le plus important. Ok, mais est-ce que moi c'est plus pour la partie innovation, c'est-à-dire qu'en fait j'imagine que c'est une grosse partie de la propriété intellectuelle, donc c'est entre guillemets normal, en tout cas ces entreprises, c'est une des raisons pour lesquelles elles le gardent. Mais en termes d'innovation, c'est vrai que si tu voyais le code des entraînements je sais pas à quel point tu vois, là on a vu DeepSeek qui disait avoir entraîné pour beaucoup moins cher, donc je sais pas avec quel code. Est-ce que c'est parce qu'ils repartaient dans LLM déjà pré-entraîné, ou est-ce que c'est parce qu'ils avaient un code bien plus efficace? J'ai pas creusé la question, mais voilà, t'as quand même ces trucs-là en termes d'innovation qui sont hyper. Oui. Sur le terme d'innovation, probablement que ça serait une très grande avancée si tout le monde partageait son code. Ouais. Mais bon. On va peut-être l'avoir. Ouais. Mais non, mais déjà, je trouve ça intéressant de dire si on rajoutait au moins les données et l'ensemble du dataset et les process de nettoyage des données dont tu parlais finalement tout à l'heure en début d'épisode, ça serait déjà une grosse avancée par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Ok. Et t'as un peu abordé tout à l'heure aussi. On a parlé de RSE et tout ça. L'impact environnemental de l'IA, moi j'ai lu quelques trucs, je vois pas mal de gens qui disent oui, mais non, mais c'est pas pire qu'une recherche Google et tout. J'aimerais bien avoir le fin mot de l'histoire. Bon, le fin mot de l'histoire, c'est toujours une question de transparence. Hein. En vrai, on sait pas. Enfin, on sait très peu de choses. En tout cas, à quantifier, c'est très très dur. On sait qu'il y a un impact sur différents niveaux, que ce soit sur l'impact carbone, puisque ça consomme de l'énergie. En fait, alors il faut imaginer que les modèles de LLM, ils tournent sur des data centers qui sont gigantesques. Il y en a plein qui sont construits. Et donc, en fait, tous ces data centers, il faut les alimenter en énergie, en électricité, puisqu'ils tournent pas comme ça. Ils sont allumés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ça consomme énormément d'énergie. Cette énergie, elle est très carbonée. Alors peut-être que je parle un peu technique du coup, mais en majorité, les data centers. Ouais, elle est Elle est très émettrice de carbone en fait. Voilà, des centrales à charbon, des trucs de ce genre, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, tous les data centers, la majorité sont aux États-Unis. Les États-Unis, leur électricité, elle est faite avec du charbon et du gaz en majorité. Et donc du coup, on dit que leur électricité, elle est très carbonée. Ça veut dire qu'elle émet beaucoup de carbone par rapport à la quantité d'électricité qu'on peut récupérer. À contrario, par exemple, en France, notamment, on a une électricité qui est peu carbonée, puisque nous, on fonctionne avec du nucléaire. Ça a d'autres problèmes environnementaux, mais en termes de carbone, c'est pas mal. Donc, il y a l'impact environnemental de l'utilisation de cette énergie, finalement. Ensuite, on a l'impact environnemental de l'eau. C'est pareil, les data centers, ils chauffent. Il faut les refroidir d'une certaine façon parce que sinon ça explose. Et donc du coup, on utilise de l'eau pour pouvoir faire ça. Il faut en plus de l'eau qui est non salée, propre, etc. Sinon ça abîme les tuyaux, etc. Bon, c'est un peu compliqué. C'est de l'eau potable en fait, aujourd'hui qu'on utilise pour ça. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc du coup, on utilise de l'eau potable, sachant que ces data centers, en général, ils sont dans des pays ou des régions où il fait chaud, donc il y a déjà pas beaucoup d'eau là-bas.
Et donc ça utilise très souvent l'eau des populations locales en fait. Et donc on a dans certains pays des compétitions entre les populations qui juste ont besoin de boire, se nourrir, etc., versus les data centers qui ont besoin d'eau pour se refroidir. Donc il va falloir choisir qui est le plus vital et qu'est-ce qu'on a besoin finalement. Il y a une vidéo qui est sortie juste pile poil sur ce sujet sur YouTube qui est très très cool. J'ai regardé un peu le début là, j'ai pas eu le temps de regarder tout, mais ça avait l'air très intéressant effectivement sur cet aspect en plus délocalisation de l'impact environnemental comme d'hab. C'est ça. En plus on met ça loin de chez nous, là nous on le voit pas en tant qu'occidentaux et c'est pas notre problème quoi. Donc voilà. Donc ça, t'as l'impact carbone de l'électricité, l'impact de l'eau, et le dernier, ça va être l'impact de la construction de tous ces matériaux, de tous ces équipements finalement, parce qu'il faut construire et les data centers et notre ordinateur ou notre téléphone sur lequel l'algorithme on va l'utiliser. Et tout ça, ça a un impact environnemental très fort, notamment toujours du carbone, toujours de l'eau, mais aussi tout ce qui est la question des métaux rares et des terres rares qui sont extraites dans les carrières et dans les pareil, loin de chez nous, où ça nous arrange. Et donc, du coup, il y a aussi cet impact environnemental qui est très fort d'aller chercher tous ces métaux rares dans la croûte terrestre. On gratte la croûte terrestre, donc ça a encore un impact environnemental très, très fort. Important, ouais. Et donc, tout ça, c'est les différents verticales, entre guillemets, mais en termes de volume, tu vois, je sais donc les Américains sont en train les GAFAM sont en train de construire des centrales nucléaires juste pour ça. J'ai bien compris, hein. Mais est-ce qu'on a une idée? Je crois qu'on a une grosse projection d'augmentation de la part d'électricité dédiée à l'IT et principalement à l'IA en fait, liée à ça. Mais est-ce que tu as une idée quand même des ordres de grandeur ou c'est trop difficile de se prononcer là-dessus aujourd'hui? Le problème c'est qu'il n'y a pas de transparence, donc des ordres de grandeur. Il y en a plein, mais lesquels sont fiables? Je veux pas m'engager sur des chiffres, c'est pas moi qui les ai calculés. Si tu veux des sources fiables, il y a la chercheuse Sacha Lucioni, qui est une des grandes chercheuses sur le sujet et qui a publié pas mal de papiers sur le sujet. Donc, c'est potentiellement elle qui donnera les chiffres, en tout cas les plus fiables, en lesquels j'ai le plus confiance. Sinon, une autre source qui est intéressante, c'est Ecologits, qui est du coup un calculateur carbone d'IA, qui pareil fait des estimations. Et donc, ça permet un peu de calculer certaines choses, mais ça reste des estimations, c'est pas super fiable, mais ça peut donner un ordre de grandeur. Ok. Et donc maintenant qu'on a dit tout ça, si je vais faire la question provoque, mais si tu étais présidente, pourquoi on aurait le droit d'utiliser l'IA et pourquoi on n'aurait pas le droit de l'utiliser? Voilà, c'est une grande question et c'est la question que je pose quand je fais des ateliers. Il y a une question où on dit ok, maintenant l'IA elle est tellement consommatrice et elle est tellement grosse que elle augmente tellement le changement climatique que ça crée des nouvelles catastrophes naturelles. Donc aujourd'hui, on sait que le changement climatique, il est là et il accélère les catastrophes naturelles. Et là, on se met dans une optique où l'IA, elle accélère encore plus le truc. Et donc, du coup, ça devient un peu une bombe énorme. Et donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on continue dans cette direction-là, mais l'IA, elle nous permet de prédire ces catastrophes naturelles et donc potentiellement de sauver des vies, ou est-ce qu'on arrête tout, on arrête l'IA et du coup, on va réduire ces catastrophes naturelles, même si ça va être un truc à beaucoup plus long terme. Et donc, en général, on me dit, on garde l'IA, mais que pour certains trucs. Okay. Et donc, on fait le tri entre les trucs. Et alors là, c'est là où tout le monde met sa limite un peu, en fonction de ses valeurs, en fonction de son éthique, etc. Et c'est très, très compliqué. Moi, j'ai envie de dire, il y a plein d'applications qui sont hyper intéressantes. Toutes les applications dans le médical, j'ai envie de dire, c'est hyper intéressant de pouvoir prédire une maladie à l'avance, avant même que les médecins ils soient capables de la détecter. Si ça peut sauver des vies, tant mieux. Après, il y a plein d'usages qui servent à rien. Dans la course à la productivité et à l'argent des entreprises, de dire oui, on va utiliser l'IA pour aller plus vite, pour produire plus, pour plus. Stop. On n'en a pas besoin de plus. Faut arrêter à un moment donné et c'est bon, quoi. Donc, moi, j'ai envie de dire, les usages qui sont un peu vitaux, on y va. Ceux qui sont juste pour faire muse et faire des starter packs et des images Ghibli, bon, je pense qu'on peut s'abstenir. Vraiment, on n'a pas besoin. Ouais. Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce que tu dis est pas que lié à l'IA, c'est, je veux dire, dans la vie de tous les jours, en fait, il y a plein de trucs superflus qu'on achète, dont on n'a pas besoin, tu vois. Il y a un reportage sur Netflix, sur Amazon, je sais plus comment il l'a appelé, mais
mais qui est intéressant aussi sur en fait ce truc où on te pousse à acheter plus, toujours à renouveler. Tu sais, c'est les notions d'obsolescence programmée et tout ça. Et en fait, à la fin, t'achètes plus, tu répares jamais et tout parce que c'est plus facile. Et l'IA finalement, c'est un peu pareil. C'est en fait, il faut avoir un usage un peu raisonné. Est-ce que j'en ai vraiment besoin et se dire à chaque fois que tu cliques, est-ce que j'en ai, est-ce que c'est intéressant ce que je fais quoi. Enfin, je sais pas si c'est ça la bonne question, mais ouais, c'est ça. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que finalement, les IA, alors avant ChatGPT, donc avant 2022, la majorité des IA, elles étaient dans le domaine industriel. Le grand public en avait très peu connaissance, et c'est des IA et des algorithmes qui sont très frugaux finalement, qui sont beaucoup plus petits qu'un LLM, et ça consomme pas tant que ça. Ça consomme toujours un peu parce qu'il faut toujours de l'énergie pour faire tourner le truc. Mais finalement, c'est pas si énorme que ça, et c'est pas beaucoup plus gros qu'un algorithme classique, quoi. Et donc, en fait, on pourrait continuer à avoir ces algorithmes de classification dans le médical, par exemple. Ça consomme pas tant que ça, et ça sauve des vies, donc tant mieux. Juste, faudrait arrêter les modèles, il y a un peu cette course à qui aura le plus gros truc, le plus gros LLM, le plus gros machin, truc bidule. Bon, on n'a pas besoin. Faut arrêter, ce que tu dis. On a un truc qui marche déjà pas mal bien, et qui est utilisé par tout le monde et trop de monde. Donc voilà. Ouais, mais c'est vrai qu'en fait cette course, si tu veux, parce que effectivement ce que tu dis, c'est il y a des modèles plus simples qui marchent aussi bien, voire mieux sur plein de cas d'usage, et on utilise des modèles plus gros, plus puissants, plus consommateurs, parce que soit on sait pas, soit parce que on teste, soit j'en sais rien, parce qu'on a des fois de la méconnaissance. Parce que en fait il y a simplement des réseaux. Les LLM, c'est une sous-catégorie des réseaux de neurones, mais qui est plus complexe que plein d'autres réseaux de neurones en fait, et plus plus consommatrice. Mais en soi, aujourd'hui, moi, ce que j'avais compris, c'est que les LLM aussi, on a fait plus gros parce que même s'il y a eu des innovations technologiques, on s'est aperçu que plus on entraînait sur des gros datasets, plus ça marchait bien. Et donc, on se dit, tiens, comment on fait encore plus gros? Parce que ça se trouve, c'est ça la clé de l'intelligence, entre guillemets. Donc, c'est vrai que... C'est parce que en fait, on veut un truc qui est générique. Les IA qu'on avait avant 2022, c'était des trucs qui étaient très spécifiques, qui étaient capables de faire une tâche, une chose. Et donc, du coup, on avait un algorithme par tâche. Alors, ce qui est peut-être négatif pour certains, mais au moins, ça permet aussi de pouvoir contrôler le truc. Et parce que ChatGPT, il fait tout et n'importe quoi. Donc, on n'a aucun contrôle sur la question. Et enfin, moi, je vois pas l'intérêt d'avoir un outil qui est capable de tout faire si on n'a pas besoin de tout faire. Finalement, on a besoin d'une tâche, on fait le bon outil qui fait ce truc-là dont on a besoin, et on s'arrête là. Ouais, c'est clair. Alors, comment... Donc toi, finalement, tu as cette espèce d'enjeu éthique, responsable, etc. Mais d'un autre côté, tu es formatrice IA. Donc, tu es quand même censé connaître, tester, etc. Comment tu trouves le juste milieu? Comment tu t'arranges avec ça, en fait? Parce que c'est pas simple. C'est compliqué. On va pas se mentir que c'est compliqué, que chaque matin, je me pose la question de est-ce que je devrais tester ce nouvel outil ou pas. Et du coup, je teste au minimum parce que pour moi, c'est aussi important de comprendre comment ça fonctionne derrière, quels sont les avantages, les inconvénients de chaque outil. Après, je les teste pas tous. Je garde un minimum et je me pose la question à chaque fois de quand je vais l'utiliser, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce qu'une recherche Google, ça suffit pas finalement à répondre à ma question? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un GPT ou d'un LLM pour répondre à la question? Voilà. Et donc, j'essaye de rationaliser un peu comme ça et de dire, OK, finalement, est-ce que j'avais vraiment besoin de cet outil-là? Est-ce que j'en ai vraiment besoin pour cet usage-là? Il y a 3 ans, est-ce que je l'aurais utilisé ou pas? Est-ce que vraiment j'aurais pas réussi à faire ce que je veux faire maintenant il y a 3 ans? Et en général, la réponse, elle est, c'est bon, faut que je réfléchisse un peu plus, mais je vais y arriver quand même par moi-même. D'ailleurs, ça m'évoque un truc parce que tu parlais, tu vois, d'utiliser ChatGPT plutôt que Google. Et en fait, moi, c'est vrai que ça rejoint la question qu'on disait sur les bons, les mauvais usages ou l'impact environnemental. En fait, j'ai toujours pas cette réponse à cette question parce que les gens disent ah ouais, une requête ChatGPT c'est 8 fois une requête Google et tout. Mais tu vois, quand tu décomposes le truc, et pareil, je suis pas du tout à dire faut utiliser ChatGPT tout le temps, mais des fois en fait je me dis ok, je pose ma question à ChatGPT. Dans le meilleur des mondes, j'ai ma réponse, etc. Lui, il avait déjà, entre guillemets, mangé tout Internet avant, super. Alors que quand je fais ma requête Google, des fois, j'arrive. J'ai 10 résultats. Je clique sur le premier site. Donc, je déclenche tous les appels web, tout le tracking, marketing et tout. Quand tu regardes la liste de ce qui est déclenché par l'ouverture d'un site Internet, enfin, ça fait peur. Sachant que Google, bon, déjà, il a fait tourner ses trucs pour me faire ses requêtes. Des fois, en plus, j'avais entendu, j'ai jamais retrouvé la source, mais j'avais entendu que, tu sais, Google,
en fait, pour que ça aille plus vite, ils envoient 3 recherches en même temps. Tu vois, pour quand tu fais une recherche, en fait, il y en a 3 qui se déclenchent au niveau du serveur, parce que comme ça, tu prends la plus rapide, parce que comme tu as des latences avec le réseau, etc. Bref. Et donc j'ai ça, et après je clique sur 5 sites, tu vois, je charge 5 sites pour avoir ma réponse et tout. Et donc c'est pour ça que moi je te posais cette question-là, parce que j'aimerais bien avoir un jour une espèce de moyenne un peu pertinente avec vraiment des gens qu'on recherchait, parce que bon, dans le mauvais monde, ChatGPT me dit n'importe quoi, je suis obligé de faire 3 prompts et en fait j'ai toujours pas ma réponse, et à la fin je vais sur Google chercher le truc, tu vois, ça c'est le pire. Mais des fois je me pose quand même cette question-là, et je sais pas à l'avance en fait quel va être mon meilleur moyen de trouver la solution. Bah, on n'a pas la réponse. En tout cas, en empreinte carbone, on ne sait pas, parce que même, est-ce que tu es capable de me donner l'empreinte carbone d'une recherche Google? Non. On ne sait pas non plus. Ouais. En plus, maintenant, ils ont mis de l'IA dedans, donc bon, finalement, voilà. Et après, tu as aussi, l'autre question au-delà de l'empreinte carbone qu'il faut se poser, c'est la question de la fiabilité de l'information. Bien sûr. Parce que ChatGPT, il va te recracher quelque chose qui potentiellement est plausible, mais pas forcément fiable. Dans tous les LLM, si vous regardez, il y a une petite mention tout en bas qui dit attention, ChatGPT peut se tromper, blablabla, blablabla, que personne ne lit, mais c'est écrit en tout petit en dessous. Et donc en fait, potentiellement, tu vas faire ta recherche, ta requête ChatGPT pour lui demander la question, et tu vas derrière aller voir sur Google pour vérifier que lui, il avait raison dans ce qu'il a raconté. C'est Donc, ça, ouais. potentiellement, tu vas faire les deux, donc autant aller chercher directement l'info dans Google. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, en tout cas, c'est sûr, si tu veux un truc fiable, effectivement, vaut mieux commencer par Google. En fait, vas-y sur Google, Voilà. t'es sûr que tu vas finir chez Google. Bon, ou d'autres moteurs de recherche au passage. Hein. Bien sûr. Et donc ça va hyper vite tout ça. Donc toi, j'imagine que tu es en course permanente sur te tenir à jour, parce que c'est quand même ton domaine d'expertise. T'as pas le sentiment que c'est une course infinie et que tu vas pas te fatiguer au bout d'un moment? Bah, c'est un peu le cas, hein, on va pas se mentir que ça va très, très vite. C'est aussi pour ça où moi j'essaye de prendre du recul et de dire: «OK, j'utilise certains outils, ceux qui me vont bien, et ils vont bien, tant mieux». Et j'essaye de pas multiplier les usages et de me dire: je vais tester tous les outils parce que, je sais pas, générer de la vidéo, j'en ai pas besoin, je fais pas de vidéo au quotidien, mais bon, c'est rigolo et bon, c'est là, donc autant le tester». Non, j'en ai pas besoin, j'ai pas de cas d'usage pour l'utiliser, donc je vais pas aller chercher. Donc si tu me demandes un outil qui est capable de générer de la vidéo, je sais pas, je me suis pas posé la question, j'en ai pas besoin. C'est VO3 en ce moment, tout le monde en parle. Voilà, par exemple. Je vois les pubs passer, c'est tout, mais je teste pas parce que j'en ai pas besoin. Donc ouais, mais ça va très, très vite, et peut-être je t'ai pas raconté l'histoire, mais moi j'ai mis au moins 6 mois à utiliser ChatGPT quand c'est sorti. OK. En étant data scientist, et j'étais les 2 pieds dedans, mais moi j'avais vu le truc en mode ça a l'air quand même un peu chelou là, votre histoire. Moi je vous fais pas confiance, parce que en tant que data scientist, je savais plus ou moins comment ça fonctionnait derrière. J'avais bien vu le truc de dire c'est pas 100% fiable, tu vas me piquer toutes mes données parce que c'est comme ça que tu vis et que tu te nourris. Donc moins je t'utilise, mieux je me porte. Et c'est toujours un peu le cas. J'essaye de pas lui donner toutes mes informations personnelles parce que derrière ça nous appartient plus en fait. Je le dis, je pense 50 fois par jour, ne mettez pas vos données personnelles peu confidentielles dans ChatGPT, ça ne vous appartient plus. À partir du moment où c'est dedans, c'est fini. C'est ciao, bye bye. Ouais, non, mais c'est comme Facebook quand tu mets une photo, hein, et je crois de mémoire, hein, ça a toujours été ça, c'est la photo ne t'appartient plus à partir du moment où tu l'as publiée. Oui, tout Internet globalement. C'est ça. Et alors, on a un peu abordé, mais finalement, je voudrais sur un côté peut-être plus perso. Donc, en dehors de ton travail, finalement, quel usage t'as, toi, des LLM dans ton quotidien? Est-ce que tu l'utilises déjà dans ton quotidien en dehors du travail? Et si oui, pourquoi? La réponse est non. Non, du tout. Non, les seuls moments où je l'utilise, c'est dans mon travail. Je l'utilise pour tester les outils pour pouvoir en parler derrière dans mes formations. Je l'utilise pour créer des activités, des TP quand je fais des cours à l'école. Je l'utilise pour brainstormer sur des formats de formation en me disant OK, dans quel sens je fais le truc? Est-ce que c'est mieux de faire ce morceau-là d'abord ou machin? Pour créer du contenu aussi, je le fais pas mal que ce soit sur les réseaux sociaux ou même sur les formats de formation. Il y a pas mal de choses qui sont générées. Voilà. L'outil que j'utilise le plus peut-être, c'est et qui m'a un peu changé la vie, que j'aurais bien aimé avoir quand j'étais consultante, c'est Gamma qui fait des slides. Et alors là, moi je déteste faire des slides, c'est vraiment le truc horrible. Et là, ça aligne tout est joli. En 30 secondes, c'est fini. Et vraiment, ça m'a changé la vie. OK.
Je vais enchaîner. On a fait un bon tour là sur LLM, éthique et IA responsable. C'est très cool, c'est hyper intéressant. Maintenant, je voulais embrayer sur une chose que tu as faite dont tu es particulièrement fier. On va repartir sur l'IA et les enjeux éthiques. Je suis désolée. C'est le thème. C'est mon quotidien, donc voilà. Mais du coup, je vais te parler de l'association Latitude, qui est une association qui promeut la tech engagée et responsable. Et donc, j'ai notamment participé à la création de cet atelier qui s'appelle la bataille de l'IA, qui est un atelier qui justement parle des enjeux sociaux et environnementaux de la tech et de l'IA en particulier, et qui essaie de faire comprendre au grand public finalement quels sont les enjeux, les impacts de cette nouvelle technologie sur la société, sur l'environnement, qu'est-ce que ça change finalement, est-ce qu'on peut lui faire confiance, comment on l'utilise, etc., etc. Et donc du coup, c'est un atelier qui dure 2 heures, qui a été créé au format hackathon en un week-end, un été il y a 2 ans, sur un format hyper stylé où on arrivait le vendredi, il y avait rien, et on est sorti 2 jours plus tard, et hop, on avait un atelier qu'il fallait juste imprimer les cartes, quoi. Donc moi, je trouvais ça assez fou et assez stylé. Et donc voilà, ça fait, je sais pas, 6 ans, 7 ans que je suis bénévole pour eux, et j'ai pas l'intention d'arrêter. Et je trouve ça très très cool. C'est un peu le même format que ce qui est Fresque du climat, et ça, c'est vous allez dans des entreprises et vous sensibilisez les gens à tous les niveaux. En fait, j'imagine, c'est quelque chose d'assez assez large, enfin assez grand public. Ouais, c'est ça, c'est un atelier. Alors, c'est pas exactement une fresque, c'est basé sur l'intelligence collective aussi. Okay. Mais c'est plus basé sur le débat, et l'idée, c'est d'être en petit groupe et de se poser des questions sur, finalement, qu'est-ce que ça fait l'IA sur la société? Est-ce que ça a un impact sur, je sais pas, la démocratie? Est-ce qu'on peut faire confiance à cette IA? Et donc, du coup, on se pose toutes ces questions-là, on débat ensemble, et on essaye de comprendre finalement qu'est-ce qui se passe dans cet outil avant de l'utiliser. Et c'est un atelier 100% sans technologie. On met au placard téléphone et ordinateur, et on se reconnecte avec les gens. Et ça fait aussi du bien de se dire, finalement, j'ai des gens en face de moi, que ce soit mes collègues, des gens que je connais pas, des potes, mes collègues des étudiants de ma classe. Et donc, du coup, on se pose, on enlève la technologie et on se pose la question, et on prend du recul de dire, finalement, on a une nouvelle technologie qu'on nous a mis dans les mains. Ce truc-là, ça a 3 ans, ça a révolutionné la vie de pas mal de gens, mais finalement, on s'est jamais posé la question de qu'est-ce qu'on voulait en faire, à quoi ça sert réellement. Et donc, du coup, on essaie de prendre un peu de recul et de se dire, OK, quels sont les vrais usages et à quoi ça peut vraiment nous servir pour que ce soit utile. OK. Et vous posez la question parce qu'il y a tout ça dans le futur de l'IA, il y a aussi un truc qui est pas mal fantasmé, mais depuis des années, et qui est aussi un peu mis en avant par les géants de l'IA parce que ça fait rentrer du capital, mais tout ce qui est super intelligence, tu vois, cette espèce d'emballement de l'IA qui deviendrait incontrôlable, vous en parlez un peu ou pas du tout? Pas trop, parce que c'est un peu un fantasme des Américains principalement, et moi j'y crois pas trop non plus, tant que je l'aurai pas devant le nez en me disant vous avez inventé votre super intelligence, jamais de la vie, enfin peut-être, on verra bien dans quelques années. Mais pour moi, la technologie, si t'éteins l'ordinateur, il s'éteint, quoi. Le jour où il y a plus d'énergie dans le data center, il y a plus de ChatGPT. Donc, il y a pas de l'IA, elle va prendre le contrôle sur le monde. Au pire, on éteint la machine. Voilà. Non, c'est clair, mais puis je pense qu'effectivement, moi, je suis assez convaincu que, en tout cas, c'est pas les LLM qui sont la techno pour ça, c'est ce que disent des Yann Lequin, enfin des gens qui sont quand même experts du sujet. Mais j'ai lu un bouquin que je cite pas mal, qui s'appelle Super Intelligence de Nick Bostrom, je sais pas si tu vois qui c'est, qui date d'il y a 10 ans, tu vois, donc c'est un vieux bouquin, mais qui explique quand même ces enjeux-là où potentiellement il y a un moment une espèce de singularité. En fait, on réussit à faire un truc. Et moi, ce que j'avais trouvé quand même assez intéressant, c'est que il part quand même de l'argument du début qui dit, en fait, nous, en tant qu'être humain, on est déjà une intelligence, si tu veux. Et a priori, si on considère que si tu crois pas en une intelligence supérieure, en Dieu, un truc qui nous a créés, on est arrivé là un peu par hasard. Tu vois, on s'est créé par le hasard des process de la nature biologique et tout. Et il dit, en fait, il n'y a pas de raison que l'humain, à un moment, avec toute l'énergie qu'il met à créer une intelligence, alors qu'il est déjà intelligent, il n'y a pas de raison qu'à un moment, il n'y arrive pas, tu vois. Et je trouvais ça assez convaincant, en fait. Moi, je me suis dit, mais ouais, alors je sais pas à quel moment, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, en fait, soit il y a un espèce de truc à un moment qui est une espèce de limite intrinsèque au monde physique, j'en sais rien, tu vois, je pars un peu dans de la philosophie, désolé, mais tu vois, je trouvais ça quand même intéressant, et du coup, d'un point de vue purement intellectuel, je trouve ça hyper intéressant, ces discussions. Mais effectivement, je pense que d'un point de vue terre à terre, voilà.
on n'y est pas. Voilà. Pour l'instant, ils arrivent. C'est un peu le test de Turing aussi, c'est de dire finalement est-ce qu'elle est intelligente? Non, elle est capable d'imiter ce qu'on fait Oui, et c'est ça. elle est très convaincante dans son imitation. Oui, mais ce qui est Mais rigolo, c'est que tu vois, pendant longtemps, on a dit le test de Turing, c'est le test ultime. Et là, on a une machine qui plus ou moins passe le test de Turing, tu vois. Et là, on a dit ouais, en fait, le test de Turing, c'est pas ça l'intelligence. Tu vois, à chaque fois qu'on arrive à faire des trucs de plus en plus ouf, on dit non, mais en fait, le test, il est pas bon. Et je suis assez d'accord. Hein, moi, je suis assez d'accord que c'est vrai que du coup, le test de Turing n'était pas bon. C'est juste qu'on n'avait pas envisagé qu'on ferait une machine qui est tellement forte à parler qu'on a l'impression que elle, c'est un humain, quoi. Mmh. Ouais, voilà. Pour moi, les intelligences, les intelligences artificielles, c'est des machines à reproduire ce que l'humain a fait. C'est ce qu'on lui apprend depuis le début. On lui apprend à parler comme nous, on lui apprend à reconnaître un chat comme nous on sait faire. On lui apprend, il reproduit exactement ce qu'un humain est capable de faire. Ouais. Yes. Je voulais te demander, peut-être pas sur l'IA, ce coup-ci, on va voir, tu vas me dire, mais une chose sur laquelle tu as changé d'avis durant ta carrière. Oula, il y a probablement plein de sujets. Ouais. Je sais pas. Au début, dans ma carrière en tout cas, quand je suis sortie de l'école, je me suis dit bon on va faire du consulting parce que c'est l'offre que j'avais eue en sortant de l'école. Alors tout le monde m'avait dit oh fais pas du consulting, c'est nul, blablabla. Bon, finalement c'est pas si terrible que ça. euh, J'y ai passé 3 ans et puis après je me suis dit bon j'ai un peu fait le tour de la question, je voulais aller ailleurs. Et bon, il y a pas forcément de conclusion à la chose, mais donc du coup l'idée c'est, il y a pas forcément un plan de carrière idéal, même si on a une volonté finalement de se dire ok, je sors de l'école, j'ai envie de faire ça, 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 ça dans ma vie et je vais atterrir là dans 10 ans. Il y a des gens qui ont ce plan-là et qui y arrivent et qui obtiennent ce qu'ils veulent. Tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Moi, j'avais pas forcément de plan. J'étais genre bon, on va voir les opportunités, comment le vent se porte et où est-ce que j'arrive au fur et à mesure. Et donc en fait, moi, je suis un peu partisane de dire oh on prend les opportunités au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et c'est pas grave de pas avoir de plan de carrière et de se dire ok, dans 10 ans, je ferai ça. Et c'est ok de changer de sujet, c'est ok de vouloir refaire une formation si on a besoin et si on a envie de changer de compétences, de métier, etc. Voilà. Aujourd'hui, si on m'avait demandé en sortant de l'école si j'avais envie d'être prof, j'aurais dit non parce que j'étais presque pas capable de parler devant le public. Aujourd'hui, c'est mon quotidien, je fais ça quasiment toute la journée. Et en fait, on apprend au fur et à mesure en fonction des opportunités, de ce qui arrive, de ce qu'on a envie de faire. J'ai aussi évolué, j'ai aussi grandi, etc. Ouais. Donc voilà. Après, bon, mais du coup, je sais pas ce que je ferai dans 6 mois, mais c'est pas grave. Au début, ça s'est, puis j'étais là, bon, c'est pas grave. On verra bien ce qui se passe. Non, mais oui, après, je pense que c'est intéressant, c'est comme d'hab, c'est de savoir s'adapter, tu vois, parce qu'effectivement, quand tu as un plan de carrière très précis, c'est bien, il y a des gens qui ont des plans de carrière très précis, qui s'y tiennent et ils arrivent à faire des trucs de ouf avec, tu vois. Mais d'un autre côté, si pour une raison X ou Y, ton plan tombe à l'eau, parce qu'il y a plein de choses, hein, il y a tu peux changer d'opinion, mais il y a aussi des accidents de la vie, il y a aussi des choses et effectivement, avoir cette capacité à rebondir, à s'adapter, à changer, et puis à pas regarder tout le temps en disant ce qui s'est passé derrière, si ça avait été différent, tu vois, ça te permet aussi je pense, d'être un peu plus heureux aussi. Ouais. Si je m'étais arrêtée là, moi, ce que j'avais envie de faire, en tout cas en sortant de l'école, c'était de partir à l'étranger. Moi, j'ai été diplômée en 2020, donc c'était non négociable de partir à l'étranger. Alors peut-être que je le ferai un jour. Aujourd'hui, je l'ai pas fait. Je suis toujours en France et pour l'instant, je suis contente. Mais ça me trotte toujours dans la tête. Ça arrivera peut-être un jour, mais pour l'instant, j'ai ni l'opportunité ni l'envie actuellement de partir. Donc voilà, ça reste un projet, puis ça arrivera un jour. Et Marie, est-ce que tu peux me partager ton livre favori? Alors favori, je sais pas, mais en tout cas un livre que je recommande à beaucoup de gens qui veulent comprendre ce qui se passe dans l'IA. C'est un livre qui s'appelle IA miroir de nos vies, qui est une BD et donc qui explique justement ces concepts un peu techniques de l'IA, qui s'adapte à plein de niveaux. Parce que moi, en le lisant, du coup, je suis quand même assez technique, j'ai quand même appris des différentes choses. Donc ou en tout cas vu une vision différente de certains concepts mathématiques hyper poussés expliqués. Mais j'ai aussi des gens qui étaient pas du tout tech, qui l'ont lu et qui m'ont dit ok, j'ai pas tout compris, mais j'ai quand même appris pas mal de choses, peut-être qu'ils reviendront dessus plus tard et que en le lisant plusieurs fois, ça rentre un peu plus. Mais donc du coup, c'est un livre qui est hyper sympa pour comprendre finalement qu'est-ce qui se passe derrière cette IA, comment ça fonctionne dans la machine.
et c'est un format hyper ludique, BD, etc. Donc, Ok. Et c'est vraiment un truc de vulgarisation ou c'est aussi un truc sur les enjeux liés à l'IA comme tu décrivais tout à l'heure, peut-être les enjeux géopolitiques, j'en sais rien. ça parle un petit peu des enjeux, mais c'est plutôt principalement technique de comment ça fonctionne cette machine et qu'est-ce qui se passe derrière. Ok, intéressant. Je le mettrai en description. Trop cool. Écoute, on arrive un peu à la fin. J'ai encore 2 petites questions pour toi. Est-ce que, si maintenant tu regardes un peu en arrière avec ta carrière, là, est-ce qu'il y a une chose que tu aurais fait différemment? Peut-être que je me serais posé un peu plus la question quand j'ai décidé de changer de job. Ok. Alors j'ai pas raconté toute l'histoire, mais donc du coup quand je suis sortie de cette boîte de consulting, j'ai été dans une start-up pendant 6 mois à peu près, où je m'étais dit ouais ça va être trop cool. J'avais fait des start-up avant, c'était hyper dynamique, ça allait très très vite et en plus l'opportunité, j'étais la première data scientist. L'objectif c'était de faire de l'IA. Je m'étais dit trop cool, je vais construire une équipe et on va partir quoi. Ouais. Et en fait, non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ils étaient pas du tout matures sur la question de l'IA. Ils étaient encore très 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 loin de pouvoir faire de l'IA. Ce qui en soi n'est pas grave, mais juste, moi, je pense que j'aurais pu le détecter en entretien et de me poser un peu plus la question. Donc il y avait ça d'un côté technique et de l'autre côté c'était la culture de l'entreprise qui me correspondait pas du tout. Alors après c'est mon opinion personnelle, mais je pense que si j'avais creusé un peu plus pendant les entretiens, je m'en serais rendu compte et j'aurais pas été autant déçue quand je suis arrivée là-bas et voilà. Bon, je veux pas cracher sur cette entreprise, mais c'était pas du tout, ça me correspondait pas du tout. Voilà. Non, mais c'est un point important parce que c'est vrai que quand tu pars dans une boîte, je sais plus, j'en avais discuté avec quelqu'un aussi, mais ça va un peu dans les 2 sens en fait. C'est-à-dire que eux, ils essayent de voir si t'es ce qu'on appelle le culture fit, ce genre de truc. Mais toi aussi, en fait, il faut que tu essayes de savoir si tu vas être bien dans cette boîte et ne pas hésiter à poser les questions et même à demander un peu plus parce que bon, toi, tu quittes quand même ton job. Moi, j'ai eu des expériences comme ça de potes où ils quittent la boîte, ils partent et en fait ça se passe pas bien. En période d'essai, ça s'arrête, tu vois. Et je sais pas, je crois que en plus tout d'un coup t'as plus le chômage en fait parce que tu vois tu viens de démissionner et en fait t'as repris un truc. Donc c'est une espèce un peu de fonctionnement que je trouve un peu bizarre en soi, mais bon voilà qui est légal. Et du coup tu te retrouves un peu sur le carreau sans rien parce qu'en fait tu t'es trompé au moment de changer. Ouais. Ça Ça arrive souvent, hein, finalement. Et surtout chez les juniors. Alors après, tout le monde le fait, mais surtout chez les juniors, ils osent pas poser les questions pendant les entretiens. Ouais. Et moi, je l'avais fait pour mon premier job. J'avais été extrêmement chiante avec la RH où je l'avais appelée 50 000 fois en disant mais t'es sûre que je pourrais faire ça et moi j'ai envie de faire ça, est-ce que je pourrais le faire et machin. Et elle m'a dit oui il y a pas de problème, tu feras ce que tu veux, il y a pas de souci. Et finalement j'ai fait ce que j'avais envie et ce que je voulais faire comme projet, donc c'était hyper cool. Mais c'est ce que je n'ai pas fait pour ce deuxième job et que j'ai regretté finalement parce que j'aurais dû le faire quoi. Et je m'en serais rendu compte assez facilement et très très rapidement. C'est vrai. Ok, excellent conseil. Et dernière question. On a fait un peu de philosophie dans cet épisode. Question, est-ce que tu crois dans quelque chose d'irrationnel? Ouais, moi je crois à la bonne étoile, mais alors après la bonne étoile de qui, de quoi, je sais pas. Ouais, ok. Mais ça revient un peu dans l'idée de tout à l'heure de pas faire de plan de carrière sur 10 ans. Moi je vois au mois et puis je vois ce qui se passe et c'est comme quand on m'a dit oui va en prépa, moi j'avais dit non et puis finalement j'y étais. Finalement je suis contente d'y avoir été puisque je suis arrivée là où je suis aujourd'hui et c'est pareil. Et donc je prends les opportunités et je considère qu'il y a toujours le bon truc qui va arriver au bon moment et puis même si j'ai plein de projets et plein d'envies, ça arrivera quand ça arrivera et puis c'est pas grave quoi. Enfin, voilà. Mais est-ce que donc ça c'est la bonne étoile au-dessus de chacun, mais est-ce qu'il y a une bonne étoile globale, tu vois? Est-ce que l'IA ça va bien se passer? Alors là, l'avenir nous le dira, je sais pas. Je suis pas magicienne ni Madame Irma, donc Ouais, si quelqu'un avait la réponse à cette question, ouais. ce serait intéressant. Eh ben écoute Marie, merci beaucoup pour cet échange, c'était très cool, c'était hyper intéressant. Est-ce que pour terminer, je peux te laisser un petit mot de la fin? Et merci à toi pour cet échange, c'était très très cool. J'adore discuter de tous les enjeux, donc moi je suis très très contente.
J'avais envie de dire, on n'a pas parlé d'un sujet qui est hyper important et des petites mains de l'ombre de l'IA. Et donc juste pour leur donner, leur rendre hommage, non, parce que c'est pas très gentil et bon voilà. Mais faut savoir que quand vous utilisez ChatGPT, finalement, il y a plein de petits humains et petits humains, non, des humains pas petits, des humains normaux qui ont derrière entraîné ces IA et qui ont validé ou pas les réponses. Et c'est des gens alors que nous on connaît pas, mais qui habitent très loin de chez nous et on est bien content qu'ils soient loin de chez nous parce que c'est un travail qui est absolument horrible à faire. Vous imaginez que c'est des gens qui regardent des images violentes, sexuelles, etc. toute la journée et qui doivent labelliser ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça on veut le générer, ça on veut pas le générer et on n'en parle pas du tout. Et moi je trouve ça absolument horrible parce que c'est des gens qui, l'IA a détruit leur vie et finalement juste pour que nous on puisse faire des images Ghibli. Donc voilà, Ouais. un petit peu relativiser. C'était pas du tout joyeux comme mot de la fin, mais je pense que c'est important aussi de rendre cet aspect-là visible. Non, mais c'est important. T'as parlé de labelliser et tout, et justement, effectivement, il y a des gens qui labellisent et on les a éloignés Oui, en fait, on le fait le plus loin possible de chez nous. C'est ouais, c'est un vaste sujet. Comme d'ailleurs pas que l'IA en réalité, hein, parce qu'il y a plein de métiers ou de choses comme ça qu'on ne veut pas. Tout ce qu'on veut pas faire, c'est loin de chez nous. Mais c'est ça. Yes, écoute, merci encore pour cet échange, Marie, c'était très cool. Et puis, je te dis à bientôt. Merci à toi. Salut. Salut Marie. Si jamais vous avez envie d'en savoir un peu plus sur les grands modèles de langage et découvrir quelques secrets de l'histoire de ChatGPT, il faut vraiment que vous alliez écouter cet épisode. À l'époque, j'avais reçu un ex-ingénieur d'OpenAI qui avait quitté l'entreprise juste avant que ChatGPT soit révélé au grand public. Autant vous dire qu'il avait pas mal de choses à raconter.